J'ai le plaisir de recevoir à Londres, il nous fait l'honneur de venir nous voir, Frédéric Lefebvre, ancien ministre, député Les Républicains, des Français en Amérique du Nord. Et là, il est avec nous à Londres. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous de venir. Ça nous fait toujours plaisir quand des hommes politiques viennent voir les Français de l'étranger. Et vous faites l'effort de venir nous voir en Grande-Bretagne, en ce moment surtout, sachant que les États-Unis sont frappés par une tragédie. La Floride a été touchée, Orlando, un club gay, un terroriste est rentré, a tué plus de 50 personnes et blessé autant de monde. Une tragédie. Les hommes et les femmes politiques, et pas seulement, redoutent bien évidemment de la récupération, notamment du côté des Républicains avec Donald Trump. Quel est votre sentiment sur ce sujet ? D'abord, vous savez, les États-Unis sont régulièrement touchés. Et sur cette question précise, vous parlez de récupération, mais le vrai sujet, et c'est un problème d'ailleurs majeur pour toutes nos démocraties, c'est que ce garçon, comme vous le savez, est né en réalité aux États-Unis, il est né à New York. Donc, il n'est absolument pas venu de l'extérieur, il n'a pas été mandaté pour. Les forces de police n'ont repéré quelques mouvements un peu suspects de sa part que très tardivement et sans jamais faire le lien avec l'État islamique. Et ça n'est qu'en toute dernière minute qu'il a revendiqué sa proximité avec l'État islamique. Donc on voit bien que le danger aujourd'hui, en Europe comme en Amérique du Nord, il est à tous les coins de rue, qu'il faut être une vigilance particulière et que, comme vous le dites, de la même façon qu'en France, il y a une dérive identitaire qu'on voit ici d'ailleurs en Angleterre, ça me frappe depuis que je suis arrivé, dans toutes les discussions que je peux avoir. Il y a cette même dérive identitaire aux États-Unis. Et évidemment, les attentats, ce climat de peur entretiennent de la part des hommes et des femmes politiques des comportements souvent cyniques, parce qu'ils se disent que c'est en surfant sur ces sujets qu'ils ont le plus de chances, là où ils sont plutôt désarmés sur le plan économique, le plus de chances d'aller séduire, et souvent en flattant les bas instincts. Donc vous avez raison, aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, hein. Dans toute l'Europe, c'est la même chose. On voit malheureusement un climat qui est nourri par le terrorisme et par la menace qui pèse sur nos citoyens, sur nos peuples. Vous êtes candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017. Henri Guénaud vient d'annoncer également sa candidature. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais sur ce point-là, qu'est-ce qui vous a décidé à relever les manches et à y aller ? Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même plutôt, plusieurs mois que vous êtes en déplacement dans toute la France, que vous allez là où les autres d'ailleurs ne vont pas, dans les hôpitaux. Il y a un programme dont on entend très peu parler. C'est justement le programme les problèmes de budget dans les hôpitaux. Vous y allez, vous connaissez, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un petit peu de tourner le dos peut-être à votre mentor, Nicolas Sarkozy, pour justement vous porter candidat ? J'ai surtout considéré, et c'est vraiment ce qui a motivé cette décision, que j'ai mûrement réfléchi, vous l'imaginez, j'ai considéré que le monde politique était dans une vraie dérive. Vous avez remarqué sans doute que sur un certain nombre de sujets, j'ai voté, y compris des textes présentés par le gouvernement actuel, notamment en matière économique, quand je considérais qu'ils étaient bons pour le pays, parfois incomplets, mais qu'ils allaient dans le bon sens. Et je pense que c'est vraiment cette attitude politique qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes, qu'ils en ont assez de ce logiciel droite-gauche qui est entretenu de manière totalement artificielle, qui prend vraiment les gens pour des imbéciles. Mais on voit d'ailleurs Valérie Pécresse et la maire de Paris, Anne Hidalgo, travaillent plutôt bien ensemble, droite-gauche, elles ont réussi. Et on sent que vous aussi, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pas les partis, c'est les idées. Bien sûr, vous savez, j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chaban-Delmas, j'étais la petite main du cabinet à l'époque. Et il m'a appris une chose, c'est que pour réformer, il fallait additionner les différences. Et finalement, tout au long de ma vie politique, même si j'ai parfois eu des missions difficiles, mais tout au long de ma vie politique, je n'ai jamais quitté cette trajectoire. Et quand j'étais ministre,
quand il y avait des amendements qui étaient déposés par la gauche, qui étaient des amendements que je jugeais intelligents pour le pays, je les acceptais. De la même façon, quand j'étais député des Hauts-de-Seine, avant que n'existent ces circonscriptions des Français de l'étranger, les socialistes votaient mes amendements. D'ailleurs, souvent, mes amendements étaient votés à l'unanimité. Ça m'a valu que vos confrères le remarquent souvent. Et simplement parce que, vous savez, les hommes et les femmes politiques, il ne faut pas croire qu'ils ne se parlent pas. À la buvette de l'Assemblée, je peux vous dire, ils se tapent sur l'épaule. Mais il y a ce jeu de rôle qui est assez insupportable et qui fait qu'ils jugent qu'il est plus facile d'essayer de faire croire aux électeurs qu'il y a une muraille de Chine entre nos idées, nos familles politiques et qu'on ne peut absolument jamais s'additionner sur quoi que ce soit. C'est évidemment faux. C'est la raison pour laquelle, d'abord, j'ai décidé d'annoncer ma candidature pour porter cette nouvelle attitude politique. Je pense qu'elle est aujourd'hui importante pour le pays. Et puis il y a une deuxième raison qui là vient rencontrer les aspirations de tous les Français que je vois depuis que je suis à Londres, c'est que je pense que notre pays souffre d'une absence de vision mondiale. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie mondiale. Et c'est pas le hasard, vous savez, si j'ai choisi d'être le député des Français des États-Unis et du Canada, si j'ai porté ma candidature à l'époque, c'est que je crois à la France mondiale. Et je pense que dans notre pays qui est vraiment gouverné par un pouvoir parisien auto-centré, technocratique, politisé, il est indispensable de reconnecter les Frances abandonnées. Et dans les Frances abandonnées, il y en a deux. Il y a la France provinciale, et je le dis volontairement le mot provincial parce que souvent à Paris il est dit avec un peu de mépris, et puis il y a la France mondiale. Dans la France mondiale, il y a notre outre-mer. J'ai d'ailleurs sillonné cette France de l'outre-mer. Et puis il y a la France de Londres, de New York, de Montréal, de New Delhi. J'étais en Inde il y a quelques jours pour travailler sur le revenu universel. Peut-être parlerons-nous de ce projet que j'ai pour le pays. J'étais à Utrecht, aux Pays-Bas. Je serai dans quelques jours dans ma circonscription, à Québec, puis à Montréal, avant de partir au Liban. Et puis je serai en fin de semaine en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv. Je crois, voyez-vous, que la France ne se limite pas à l'Hexagone. Et je pense que le drame de la politique en France, qu'elle soit conduite d'ailleurs par ma famille politique ou par la majorité actuelle, c'est qu'elle a le sentiment qu'en dehors de l'Hexagone, la France n'existe pas. L'Angleterre, dans quelques jours, le 23 juin, va décider ou non de rester dans l'Europe, Brexit ou Remain. Et d'ailleurs, tout le monde est impatient, mais pas seulement en Angleterre, en France aussi. Florian Philippot attend ce vote avec hâte. Le Front National souhaite quitter l'Europe et ils espèrent que la Grande-Bretagne commence pour voir un petit peu ce qui va se passer. Votre opinion là-dessus ? Évidemment, c'est un sujet d'inquiétude pour beaucoup. D'abord pour la communauté française que j'ai vue ici, que ce soit la communauté d'affaires, les start-up que j'ai pu rencontrer. Mais c'est un sujet évidemment d'inquiétude pour tout le monde. Alors il y a bien ceux qui se disent si les Anglais font cette erreur, Paris va redevenir une place financière de premier plan en Europe. Mais voyez-vous, moi je pense que, je vous dis que la vision mondiale est absente de notre pays. Je pense que la vision européenne l'est aussi. Et quand vous parliez de Philippot, je veux simplement vous dire, vous renvoyer à ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de posture, d'artifice. Regardez comme, par exemple, aujourd'hui, l'ancien maire de Londres, qui pendant 8 ans n'a eu de cesse que d'appeler à l'ouverture, Boris Johnson, appeler à l'ouverture, appeler les Français à venir à Londres. Regardez comme aujourd'hui ils surfent sur cette dérive identitaire dont je parlais tout à l'heure, qui frappe la France, qui frappe les États-Unis. Vous voyez bien le mouvement qui se fait autour de Trump. Et c'est ça que je trouve regrettable, c'est qu'on sent bien, et je trouve que c'est clair pour tout le monde qu'il y a un coup fait par Johnson avec une volonté sans doute de prendre une place particulière
aujourd'hui est celle qu'il espère que Cameron va être obligé de lâcher. Et donc il est prêt à dire exactement l'inverse de ce qu'il disait par le passé et je pense l'inverse de ce qu'il pense lui-même. Dérive identitaire que vous reprochez également à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Quelle va être votre ligne à vous, justement, votre projet pour la France? J'ai envie de vous donner la parole pour expliquer à nos auditeurs qui sont concernés, qui vont voter. Et d'ailleurs, après, on parlera aussi du système de vote, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors d'abord, sur la question de la dérive identitaire. Depuis 2012, j'essaye de recadrer cette vision. Je pense qu'en France, malheureusement, je l'avais dit à l'époque, la France est une terre d'équilibre. On ne gagne pas une élection présidentielle avec une jambe droite bodybuildée, une jambe gauche atrophiée, et de surcroît en finissant la campagne à cloche-pied sur la jambe droite. Et je crois que la pire erreur, c'est de commettre à nouveau, aujourd'hui, en 2017, à l'approche de 2017, alors que les enjeux sont si importants pour le pays, la même erreur stratégique. Je crois que ça suffit de surfer sur les peurs, sur les divisions. Je pense que malheureusement, on l'a payé assez cher. Je pense que tous les pays d'Europe sont en train de payer. Si malheureusement le 23 juin le Brexit l'emporte, ce sera finalement... après une campagne que je regarde de loin, évidemment, mais une campagne qui sera déroulée sur un sujet, finalement, l'identité, l'immigration. Et avec de surcroît, quand on voit la ville de Londres, où il y a une immigration qui serait jugée par beaucoup d'autres pays de grande qualité, avec des gens qui viennent de tous les pays d'Europe, souvent pour entreprendre, ou sinon qui viennent... sur des métiers absolument indispensables, on se dit que c'est quand même très malsain que la vie politique s'organise sur ce type de débat. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est essayer de tenir un discours de vérité aux Français et un discours peut-être un peu plus courageux que le discours de la moyenne. Je pense que réinitialiser l'identité française, faire comme si, la réinventer, faire comme si l'histoire n'avait pas existé, faire comme si Napoléon III, Lyautey, y compris d'ailleurs le général de Gaulle, faire comme si la République n'était pas partie à la conquête du monde et du monde musulman notamment, et faire comme si la religion musulmane ne faisait pas partie de l'identité nationale, c'est en réalité tomber dans le pire des travers, c'est-à-dire ne pas avoir le courage de porter sa propre histoire. Et je crois que la France doit porter son histoire. Que nous soyons fermes, je le demande depuis des années, et je dis bien des années. Et ça vise tout autant les majorités passées que la majorité d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de prosélytisme étranger qui a été accepté sur le territoire français, notamment dans le financement des lieux de culte. Le salafisme, les frères musulmans, on a accepté ce qui est parfaitement inacceptable en France. On continue d'accepter, hein. L'Arabie Saoudite, le Qatar continuent de financer. Et on continue d'accepter, vous avez raison de le souligner. Je demande, moi, depuis plus d'1 an, la fermeture en urgence des lieux de prêche salafistes. Ce gouvernement ne s'y emploie pas ou pas suffisamment, mais on voit bien que c'est le cadet des soucis, y compris de l'opposition actuelle. Et c'est ça que je trouve dramatique, parce que le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, c'est qu'on accepte la radicalité, c'est qu'on accepte aujourd'hui l'endoctrinement d'un certain nombre de nos compatriotes et qu'il y a non-assistance à musulmans en danger, en fait. Et notamment tous ces jeunes musulmans qui aujourd'hui sont d'ailleurs souvent entassés dans des ghettos. Vous savez, dans ma campagne, moi, je vais à la rencontre de ces jeunes, que ce soit à Roubaix, que ce soit à la Goutte d'Or, que ce soit à la Paillade. J'étais à Marseille, j'ai rencontré des jeunes des quartiers nord, ces quartiers qui sont vraiment à l'abandon. Parce que le rôle de la France, la mission de la France, c'est d'être aux côtés de tous ces enfants. Et ces enfants qui n'ont pas de travail. Et ces enfants qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'espoir surtout. Mais le rôle de la France, c'est de leur donner des chances. Et pour leur donner des chances,
j'ai lancé il y a 3 ans une opération que j'ai appelée Partez à la conquête du monde, que j'ai faite avec mes moyens, puisque je suis député des Français, des États-Unis et du Canada. J'ai demandé à un certain nombre de compatriotes de mentorer des jeunes de banlieue, mais des jeunes de village aussi, ou des jeunes d'île, parce que vous savez, les jeunes de l'outre-mer que je rencontre sont tout aussi à l'abandon. Et ils ont comme seul horizon souvent leur quartier, leur village ou leur île. Et c'est une des principales inégalités qui existent en France, parce que quand vous avez de grands diplômes, de grandes écoles, de grandes universités, dans votre cursus, il y a un parcours mondial. Quand vous êtes en apprentissage, que vous n'avez pas de diplôme, souvent, votre horizon se limite à votre quartier. Et on a fait cette erreur, on a investi beaucoup dans l'urbain au lieu d'investir dans l'humain. Ce qui fait qu'on a doré la cage. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir la porte de la cage. Et c'est ça que je voudrais que mon pays, aujourd'hui, offre à tous les Français. Et je voudrais donc que les Français chrétiens, juifs, musulmans, athées, qu'ils soient dans l'Hexagone, qu'ils soient dans le monde entier, dans notre outre-mer ou sur tous les continents, soient aujourd'hui l'objet de l'attention du gouvernement français. Parce qu'on doit investir dans tous les Français. Ce que je souhaite, plutôt que de réinitialiser l'identité nationale, c'est que aujourd'hui on porte la primauté française. C'est ça que je veux défendre. Alors on va parler de la France vue de l'étranger. On parle euro, football, un moment qui doit être un rassemblement de fêtes et de valeurs. Alors il y a les débordements des hooligans, mais il y a aussi toutes ces manifestations. Le pays est immobilisé depuis des semaines, pris en otage, notamment par la CGT. La loi El Khomri, on aimerait aussi avoir votre point de vue là-dessus, ce que vous en pensez, pour ou contre, et surtout comment faire pour changer l'image de la France qui, depuis quelques semaines, vue de l'étranger, c'est une catastrophe. Vous avez raison, c'est une catastrophe. Je le vois d'ailleurs parce que je suis beaucoup à l'étranger depuis 10 jours. Justement, j'ai quitté l'Hexagone après la loi El Khomri, puisque j'avais bloqué cette semaine pour participer au texte. J'avais déposé beaucoup d'amendements. On s'est retrouvé dans une situation où on n'a même pas pu voter sur les amendements. Je ne parle même pas du 49.3, qui est cette procédure, comme vous le savez, qui nous empêche de voter au final. Mais le gouvernement a même choisi de réserver les votes au fur et à mesure de la discussion, ce qui fait qu'on n'a pas pu voter du tout. J'étais le seul, c'est ça que je trouve d'ailleurs inquiétant dans un pays comme la France, alors même qu'on a eu un prix Nobel de l'économie, Jean Tirole, qui défendait le contrat unique, alors qu'on sait à quel point c'est un sujet majeur. Le gouvernement qui, au moment où le prix Nobel de l'économie a été décerné à un Français, disait c'est formidable, c'est une très belle idée, il faut qu'on l'étudie, a oublié au passage de le mettre dans la loi, et l'opposition ne s'en est pas préoccupée. Je suis le seul à avoir déposé cet amendement. J'ai mis un certain nombre de conditions pour voter le texte, parce que j'avais l'intention de voter le texte. J'ai soulevé la question, par exemple, du régime social des travailleurs indépendants en France, le RSI, qui est un régime absolument incroyable, puisque ils sont moins bien protégés que les salariés, ça leur coûte très cher, ils sont moins bien protégés que les indépendants partout en Europe. Il y a une directive, on l'interdit en France, on considère que les fonctionnaires ont le droit de faire de la capitalisation avec la préfond, qui sont assez mûrs, mais que les indépendants, eux, n'ont pas le droit à cette même liberté. Eh bien, sur ces sujets, j'ai essayé d'obtenir du gouvernement qu'on puisse avancer. Ça n'a pas été le cas, mais plus largement, si nous sommes dans une situation bloquée, et je le regrette, c'est que le président de la République, à qui j'avais, il y a plus d'1 an, demandé un Grenelle de l'emploi. Et j'avais proposé que des gens comme moi, qui sommes tout à fait prêts à travailler pour le pays, y compris avec un gouvernement dont je ne partage pas toutes les idées, ou comme Xavier Bertrand, qui avait été ministre du Travail et qui lui-même d'ailleurs avait, quelques mois après que j'ai fait cette proposition, proposé de travailler avec le gouvernement, qu'on soit réunis tous autour de la table pour essayer de bosser pour le pays, pour essayer d'arrêter un certain nombre de mesures urgentes pour le pays. Et malheureusement, le président de la République n'a pas fait ce choix. Il a sorti par surprise un texte dans lequel beaucoup de gens de droite se sont retrouvés, qui a immédiatement fait réagir une partie de la gauche
qui se veut à la gauche de la gauche. Et au final, on a ce jeu de rôle depuis des semaines avec une CGT qui est en perte de vitesse, donc qui, du coup, veut faire le coup de poing et le bras de fer pour pouvoir se refaire une popularité. Et finalement... Ça a raté au niveau de la popularité. Oui, mais regardez comme aujourd'hui, tout le monde connaît le nom du patron de la CGT, oui, alors que personne ne le connaissait. Et c'est ça qu'ils cherchent finalement. Et donc je crois que là aussi, il va falloir beaucoup de courage dans les mois qui viennent. On avait annoncé en 2007 qu'on ferait une réforme pour la liberté des élections syndicales. En fait, nous ne l'avons pas faite. On l'a faite qu'à moitié, puisqu'on a laissé une priorité au premier tour aux anciennes organisations dites représentatives. Et donc je crois qu'il faut aller au bout de cette logique, il faut donner une liberté totale, qu'on ait enfin, comme dans tous les pays du monde, des syndicats maison. Comme en Grande-Bretagne. Ouais. Et qui travaillent sans pour autant faire de cadeaux, hein, parce que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, que je connais bien, honnêtement, les syndicats peuvent être durs. Mais ils se battent pour les salariés, ils se battent pour les salaires, ils se battent pour le travail, ils ne se battent pas pour une idéologie. Nous, malheureusement, je vous disais que le logiciel droite-gauche était usé. Les syndicats ne sont que le prolongement de ce logiciel droite-gauche. Le patronat étant la droite et les syndicats de salariés étant la gauche. Et donc il faut mettre sur la table cette réforme. Comme évidemment, ils vont réagir tout de suite en cherchant à la bloquer, il faut mettre sur la table un deuxième sujet au même moment, qui est le financement illégal des syndicats, avec le sujet qu'on connaît bien, puisque s'ils sont si attachés à la gestion paritaire de notre système de sécurité sociale, on sait bien pourquoi. De la même façon, le système de formation et les crédits formation des entreprises, dont l'argent malheureusement ne va pas là où il devrait aller, à la formation de tous ces Français qui sont en recherche d'emploi et qui auraient bien besoin justement d'une formation adaptée. Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir le courage de mettre ces sujets-là sur la table. Si on se retrouve enfin avec des hommes et des femmes politiques qui acceptent d'avoir une autre attitude et des syndicats qui deviennent des syndicats proches des réalités des salariés dans l'entreprise, je pense que là on peut faire beaucoup de réformes dans le pays, parce que contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas les Français qui bloquent les réformes. Les Français au contraire ils rêvent que le pays soit réformé. C'est la droite qui bloque tout ce que fait la gauche et la gauche qui bloque tout ce que fait la droite. Alors avant de vous quitter, car je sais que vous êtes attendu, 2 dernières questions. On sent un Frédéric Lefebvre apaisé, déterminé, prêt à travailler avec, comme vous l'avez dit, droite, gauche, du moment que le but est de servir la France. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Emmanuel Macron qui viendrait vous rejoindre? Est-ce que vous lui tendez la main? Vous savez, je connais bien Emmanuel Macron, on échange souvent d'ailleurs tous les deux. Il y a des sujets, j'en profite pour en parler. Je lui ai dit quand nous étions à Las Vegas, puisque nous étions ensemble avec toute la délégation des entreprises de la French Tech, eh bien, qui a été un grand succès, je lui ai proposé de travailler sur le revenu universel, qui est un nouveau modèle que je défends pour la France. Et je vous ai dit que j'étais à New Delhi ou à Utrecht il n'y a pas très longtemps pour travailler sur ce sujet. Eh bien, c'est typiquement un sujet sur lequel beaucoup de gens de gauche aujourd'hui viennent vers moi. Emmanuel Macron, donc nous avons décidé de travailler ensemble sur le sujet. Mais donc, pas tout à fait de gauche. Hein. Oui, mais vous savez, c'est là que je dis que ce logiciel veut plus dire grand-chose. Oui, je comprends bien. Mais Julien Bayou, par exemple, qui est le porte-parole des Verts, qui lui est très à gauche. Hein, lui. Voilà, il est très à gauche. Eh bien, il a annoncé chez Ruquier il n'y a pas très longtemps qu'il avait voulu me voir et qu'il était venu travailler avec moi sur ce revenu universel. Moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Je tends la main à tout le monde parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle social, et ici, on le sait bien, les Français qui sont ici le savent peut-être mieux que les autres puisqu'ils voient la différence. On a un modèle social qui n'est plus capable de faire face. Si je vous donne quelques chiffres depuis 1974, en 40 ans, 1974, je prends cette date parce que c'était le dernier budget à l'équilibre de la France, mais on est à 8,5 millions de pauvres. On est passé de 1974 à aujourd'hui de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. Et on est en taux de prélèvement obligatoire passé de 35% à 45%. On a le triste record. De la même façon que sur le taux d'endettement, nous étions à 20% de taux d'endettement en 1974, nous sommes aujourd'hui à 97%. Ça veut dire que notre système social, notre modèle social, coûte de plus en plus cher, mais protège de moins en moins. Et qu'on a des enjeux qu'on connaît, que d'ailleurs les Anglais ont en face d'eux tout autant. Premier enjeu, l'automatisation. Dans ma circonscription, à Cambridge, le MIT a sorti un rapport
qui est très clair. 50% des emplois d'aujourd'hui sont automatisables. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut bâtir un nouveau modèle. Et que, par ailleurs, deuxième enjeu, l'allongement de la vie fait que la dépendance est l'enjeu de nos sociétés. En France, par exemple, les scénarios les plus positifs nous disent qu'il faut trouver 8,5 milliards, là où on a à peine réussi à réunir 800 millions. Donc aujourd'hui, le modèle social, non seulement n'est pas capable de faire face aux enjeux de la pauvreté et du chômage, mais l'automatisation dont un rapport en France nous dit que dans les 10 ans, on va détruire 3 millions d'emplois de plus, et la dépendance sont des enjeux qui doivent nous amener à bâtir un nouveau modèle. Et quand je vois le coût de gestion de notre modèle social, quand vous prenez le niveau local, le niveau national, que vous prenez toute cette production de normes, de règles, d'ailleurs les Français n'en peuvent plus, arrêtons de les emmerder ces Français. Quand on voit toutes ces règles, qu'on voit dans le même temps des gens qui vous accompagnent ou qui accompagnent parce que c'est trop compliqué pour que les gens puissent agir tout seuls, ou d'autres qui viennent contrôler que les règles soient respectées, d'autres qui viennent sanctionner, tout ça c'est 42 milliards d'euros. Le déficit de la France, il est de 73 milliards. Moi, je veux qu'on désintermédie. Et c'est pour ça que je défends l'idée du revenu universel qui est sans condition, donc qui évidemment permettra de réduire considérablement ce système que je veux bousculer et dans le même temps qui est vertueux. Puisque en France, ce qui nous tue, c'est que les Français préfèrent rester dans l'assistanat généralisé parce qu'on est assez idiot d'ailleurs pour créer des règles. Ce système crée, droite et gauche, crée des règles stupides. Prenez le 1,6 SMIC en deçà duquel vous êtes déchargé. Vous pensez bien qu'il n'y a pas un patron qui va payer 1 euro de plus qu'1,6 SMIC parce que sinon il va se prendre l'avalanche de charges. Et donc on tire les salaires vers le bas. Par ailleurs, on a un système où comme si vous êtes dans l'assistanat, vous cumulez ensuite les allocations. Ça veut dire que si les gens en sortent, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc bien sûr, ils y restent. Voilà pourquoi il faut travailler sur le revenu universel. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Xavier Bertrand, je crois l'avoir convaincu, de l'expérimenter dans cette région Hauts-de-France dont il est président. Il s'occupe maintenant de sa région et vraiment, comme Valérie Pécresse, ils ont décidé de se concentrer. C'est très important. Donc il va vous rejoindre. Ils ont cette mission. Il est en tout cas prêt à bâtir et à travailler sur une expérimentation sur le revenu universel. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, je suis en train de tisser des liens avec des acteurs français ou non à l'étranger. Aux Pays-Bas, en Inde. Aussi en France qui reviennent. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Qu'un Français revienne ensuite, pourquoi pas. D'ailleurs, j'essaye de convaincre tous nos présidents de région de créer des guichets pour faire la passerelle. Parce que c'est à la fois pour partir, parce que je pense que c'est bien que les Français se projettent dans le monde, et en même temps pour revenir. Ce qu'il faut, c'est des passerelles. Vous savez, quand vous avez 6 millions d'Anglais dans le monde, vous avez 5 millions d'Allemands dans le monde. Ils ne s'en portent pas plus mal. Nous, à 2,5 millions, on est assez bêtes pour crier à la fuite des cerveaux. Alors qu'il faut projeter des forces. Emmanuel Macron a été très contredit par son gouvernement quand il a suggéré que l'ISF soit supprimé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est du bon sens, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est une mauvaise réforme. D'ailleurs, le Premier ministre Manuel Valls... Vous allez la supprimer, vous le supprimerez, l'ISF, si vous êtes président ? Oui, j'y viens parce que, alors je vous disais, y compris Manuel Valls, le Premier ministre actuel, quand il était candidat à la primaire... Oui, il a changé d'avis depuis. Proposé, oui, mais c'est tout le problème de la politique. C'est que si vous regardez les avis des uns et des autres et les propositions des uns et des autres, ils changent au gré des élections. Moi, je propose d'autant plus de le supprimer que moi, je propose une flat tax. C'est-à-dire un impôt forfaitaire avec, comme on est en France, on n'a pas le choix, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous y obligera, un palier à l'entrée, un palier à la sortie, mais je propose que tous ces impôts qui pèsent sur le travail, que ce soit l'IRPP, l'impôt sur le revenu, l'ISF ou l'impôt sur les sociétés, soient remplacés par une taxe forfaitaire. Je pense qu'il faut aujourd'hui un revenu universel, mais il faut un impôt universel aussi. Je pense que c'est absolument indispensable que tout le monde rentre dans l'impôt, quitte à avoir d'ailleurs ce qui existe, vous le savez bien, aux États-Unis, par exemple, l'impôt négatif, avec
des dispositifs où on vient vous rembourser, mais en tout cas, il faut y rentrer. On crève, nous, du système où au gré des réformes, on sort les gens de l'impôt. Et finalement, il se passe le drame que l'on vit aujourd'hui, c'est que pèse tout le financement de notre modèle social sur les épaules de moins en moins nombreuses de gens qui travaillent de plus en plus pour s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Voilà, c'est la situation aujourd'hui de notre pays. Donc il faut cette grande réforme. Et ce qui est rassurant pour moi aujourd'hui, c'est de voir que mon déplacement ici à Londres, c'est ma 92e étape dans le Tour de France que j'ai engagé. Je dis Tour de France parce que je rencontre ici la communauté française et que je sais bien, y compris quand je serai dans 2 jours à Québec ou à Montréal, que là aussi j'irai rencontrer la France. Et que toute cette France mondiale est mieux placée que quiconque pour savoir que c'est à la lumière de ce qui fonctionne à l'étranger qu'on va pouvoir réformer le pays, en faisant du benchmarking. Et j'ai mesuré, ça me fait d'ailleurs plaisir à chaque fois que je viens à Londres, parce que je le ressens avec beaucoup de force, de la même façon que quand je suis aux États-Unis, au Canada ou partout dans le monde. Le petit journal se moque de moi d'ailleurs souvent avec cette phrase, parce que je la redis souvent, parce que je le pense profondément. L'éloignement est un exhausteur d'amour. Et plus on est loin de la France, de ce pays qu'on aime, plus on l'aime justement. C'est comme une histoire d'amour, c'est une fois qu'on l'a perdue qu'on se rend compte à quel point elle était précieuse. On va se moquer de moi aussi. On va peut-être se moquer de vous, mais finalement tous les Français que je vois ici, c'est exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils me disent. Alors s'ils veulent voter pour vous, avant de vous dire au revoir Frédéric Lefebvre, ils ne pourront pas le faire de manière automatique, électronique, pardon, mais vote papier. Et je viens sur ce sujet parce que Nicolas Sarkozy a fait voter un amendement pour empêcher ce mode de scrutin. Vous avez crié votre mécontentement. Des amours, divorce avec Nicolas Sarkozy ? Je pense que la politique, malheureusement, trop souvent, les hommes et les femmes politiques passent leur temps à s'observer et à commenter et à se commenter les uns les autres. Donc moi, je vous l'avez compris, je suis concentré sur nos compatriotes. Mais ça ne m'a pas empêché, vous l'avez dit, quand Nicolas Sarkozy, contrairement à l'engagement qu'il avait pris le 14 mars devant les élus des Français de l'étranger, devant les cadres de notre formation politique, que la primaire à l'étranger se ferait avec un vote électronique, contrairement à cet engagement. Et pourquoi a-t-il changé d'avis ? Qu'est-ce que ça va engendrer ? Je vous avoue qu'il y a beaucoup d'incompréhension de mon côté, parce que... Pas de langue de bois, hein, vous m'avez promis. Non, mais je vous avoue, il y a beaucoup d'incompréhension. J'ai réagi, comme vous l'avez dit, fortement. J'ai dit publiquement, si Nicolas Sarkozy veut enterrer la primaire, qu'il le dise. Finalement, il a l'air de nous dire qu'il ne veut pas l'enterrer. Finalement, après que les Français de l'étranger soient largement mobilisés, j'ai d'ailleurs proposé à tous les Français du monde entier, membres de notre formation politique, de voter, et ils l'ont fait en masse, d'ailleurs y compris ici les Français de Londres. Il y a une pétition d'ailleurs qui avait été lancée de Londres par des citoyens. Nicolas Sarkozy, comme le bureau politique, ont en partie reculé, puisqu'ils n'ont pas refusé par principe maintenant le vote électronique, mais ils veulent créer des conditions qui me paraissent toujours absolument pas tenables, et c'est la raison pour laquelle je serai extrêmement vigilant, vous pouvez compter sur moi, avec la haute autorité, à ce que ce scrutin puisse se faire en respectant 2 principes qui sont essentiels, et la haute autorité m'a assuré qu'elle veillerait à ce qu'il soit respecté, le secret du vote. Or, je ne vois pas comment, y compris à Londres, on peut faire respecter de manière viable le secret du vote si on a simplement 1 ou 2 bureaux. Donc, est-ce qu'on sera à même d'organiser, comme en France, des bureaux de vote un peu partout? Je n'en suis pas sûr. On va voir ce que diront les équipes de ma famille politique à Londres. En tout cas, moi, je suis certain qu'aux États-Unis et au Canada, et j'ai consulté les équipes, on ne sera pas en mesure de le faire. D'autant qu'il faut que ces élections ensuite puissent donner lieu, notamment au moment des dépouillements, à des dépouillements qui se font
qui se fasse sans qu'il y ait la moindre suspicion, donc avec des représentants de tous les candidats qui puissent surveiller. Et là encore, je crois que ça va être difficile, y compris dans un certain nombre de grandes villes dans le monde entier, de le faire. Or, dans ce cas-là, j'espère bien que la haute autorité arbitrera pour que le vote électronique soit possible. En tout cas, je me battrai comme je l'ai fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force, pas simplement pour les Français qui m'ont élu aux États-Unis et au Canada, mais pour tous les Français, parce que je crois que c'était un geste qui, au-delà du droit de vote, qui était clairement remis en cause, c'était un geste assez blessant finalement pour les Français, y compris d'ailleurs avec des mots maladroits, les comparant à des Golden Boys de New York. Je me suis senti peut-être un peu visé, mais enfin les Golden Boys, il y en a aussi ici, mais il n'y a pas que ça. Et donc justement, j'avais dans ma réponse souligné le fait que les seuls qui seraient en mesure de voter, souvent y compris dans ma circonscription, seraient justement les Golden Boys, parce que ce sont sans doute les seuls qui auraient les moyens de se payer l'avion pour faire des miles et des miles pour aller faire leurs devoirs, alors que souvent des Français qui sont étudiants ou qui sont à la tête de la start-up et qui ont beaucoup d'autres choses à faire, eux, du coup, ne pourraient pas se mobiliser pour cet enjeu. Donc voilà, je suis bien décidé à ce que nos compatriotes puissent voter le plus largement possible. Et je ferai à nouveau entendre ma voix sur cette question, même si depuis 4 mois que j'ai entamé ce Tour de France, vous ne m'entendez plus beaucoup sur les radios ou les télévisions. Et je ferai uniquement de la presse locale. Et je dis ça avec beaucoup de respect. D'ailleurs, je vous classe dans cette presse puisque... Je vous remercie justement, j'allais le dire, d'avoir accepté d'être l'invité politique de Rachel Enko. Parce que ça veut dire de la presse de proximité. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été avec nous sur FRL. Je rappelle que vous êtes député des Républicains, des Français à l'étranger d'Amérique du Nord. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez à Londres. Tenez-nous au courant. En tout cas, nous vous suivons. Merci infiniment et je le dis à tous. J'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons. Chacun est invité, s'il le souhaite, à aller sur le site de ce think tank et à participer sur tous les sujets qui nous concernent, y compris citoyens français de l'étranger, pour bâtir les réformes qui nous concernent ici à l'étranger, mais qui concernent aussi ce pays auquel nous sommes attachés. Donc soyez les bienvenus. Je souhaite qu'on puisse former une belle équipe de France overseas. Merci, à bientôt. Merci à vous. Rachel